Alors, je vais présenter rapidement cette dernière demi-journée du colloque. Il est passé très vite et avec beaucoup voilà, de plaisir. Donc ce matin, on vous accueille Joël Zas pour une conférence. On aura une petite pause après votre intervention, ou peut-être pas, ça dépend de la vigueur des échanges. On démarre donc à 10h30 le dernier atelier qui porte donc sur les initiatives et les mobilisations citoyennes et puis le regard critique aussi sur le contexte et le déroulé de ces initiatives. On aura des échanges, enfin des présentations sur différents thèmes, l'alimentation, l'habitat, les mobilisations aussi sous forme d'organisations collectives alternatives. On s'intéressera aux mobilités également et puis au sens de l'engagement. Donc ça nous occupera jusqu'à 12h30. Voilà, 2 heures d'échange qui viennent, comme je vous le disais, Joël, qui font écho hein, à vos réflexions. Et puis, voilà, petit mot de fin, 12h30. Donc, on va essayer de tenir le temps pour pas que ça déborde. Bon, Nicolas, qui va animer cet atelier, a pour tâche d'être aussi un gardien du temps. Hein. Pardon. Bon voilà, alors je vais démarrer, je vois que on est déjà un peu avancé dans l'horaire, donc je vais un petit peu commencer en vous présentant Joël et en présentant le thème de votre conférence. Donc merci une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation, on est ravis, très ravis de vous accueillir. Bon, Joël, vous êtes enseignante au département de philosophie de l'Université d'Aix-Marseille, vous êtes spécialiste de John Dewey, de philosophie politique, spécialiste également de philosophie sociale, une branche de la philosophie peut-être un peu moins connue. Vous vous intéressez au rapport entre art, philosophie et politique, mais aussi aux conditions d'une culture démocratique partagée, qui vous amène à réfléchir dans des domaines aussi différents que ceux de l'éducation, de l'agriculture, de l'économie, de l'art, des politiques publiques et bien sûr de l'écologie. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont Art et démocratie en 2003, Participer, essai sur les formes démocratiques de la participation en 2011, qui a été ma Bible pendant ma thèse, La démocratie au champ, du jardin d'Éden au jardin partagé, comment l'agriculture cultive les valeurs démocratiques en 2016, une inspiration pour ce colloque également, Quand la place devient publique en 2018, et puis votre dernier, pardon, j'ai oublié un autre avant votre dernier ouvrage, auteur prolifique que vous êtes, Quand la forêt brûle, pensez la nouvelle catastrophe écologique, qui est paru je crois en 2019, et puis Zoo City, des animaux sauvages dans la ville, votre dernier ouvrage paru en 2020. J'espère avoir brossé un peu rapidement, je m'en excuse, votre parcours. J'arrive tout de suite en fait à la présentation de votre conférence d'aujourd'hui, intitulée Écologie de la participation et qui portera, si je ne me trompe pas, sur les questions de proximité et des relations nécessaires entre citoyenneté, participation et les questions environnementales. Alors, je vous cède tout de suite la parole, Joël, et on vous écoute avec grande attention. En tout cas, merci beaucoup de cette présentation et de cette invitation. Je regrette de ne pas vous voir. Enfin, je vois 3 personnes, dont moi, donc ça fait pas grand monde, mais voilà, merci à tous ceux qui sont là d'être présents. Et j'espère qu'on se rencontrera en vrai un de ces jours. Et effectivement, enfin, je pense que le lien entre démocratie et écologie ou pensée environnementale ou éthique de l'environnement est consubstantiel ou constitutif. L'éthique de l'environnement, c'est une discipline qui a commencé à se développer il y a une vingtaine d'années maintenant, largement. Et bon, on peut comprendre cette expression de toutes sortes de façons, mais bon, il se trouve que l'environnement est un terme d'abord qui est très présent dans l'histoire du pragmatisme américain, dont John Dewey, j'expliquerai ça après. Et ensuite, l'éthique environnementale, c'est peut-être pas tant le respect de l'environnement qui serait doté de droits. En tout cas, ça, c'est une tendance aujourd'hui qui est très forte de dire la nature a des droits, les animaux ont des droits, les arbres ont des droits, les montagnes ont des droits, les forêts ont des droits, etc.
En tout cas, bon, je laisse de côté la question de la pertinence de donner des droits à des êtres qui n'auront aucun devoir à votre égard. Je trouve que c'est un peu problématique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et ça, je l'ai rencontré il y a très, très longtemps dans mon travail, c'est que se reconnaître des devoirs vis-à-vis de notre environnement conduit à des interactions humaines, à des échanges sociaux, à des organisations politiques ou économiques complètement différentes de quand on ne se soucie pas du tout de l'environnement. Et c'est ça qui m'intéresse. Par exemple, je pense que les gens qui ont de la considération pour les oiseaux, par exemple, qui sont dans leur environnement, vont avoir entre eux des relations différentes de ceux qui n'en ont rien à faire. Ceux qui ont de la considération pour le petit bout de jardin qu'ils cultivent dans un jardin partagé, par exemple, auront entre eux des relations très spécifiques qui sont d'une certaine façon perméées, transformées, mises en forme, canalisées par le fait même qu'ils cultivent la terre. Et c'est intéressant de discuter avec des gens. Ils inventent des manières d'être ensemble qui sont tout à fait spécifiques par rapport à celles qui, je dirais, par rapport à celles qui se mettent en place dans des cadres purement rhétorique ou quand on est enfermé dans une salle ou quand on est en Zoom, par exemple. Alors, clairement, les relations, là, elles sont quand même extrêmement atrophiées. Je crois que c'est important de le noter. En fait, il n'y a pas de relation. Enfin, il y a une relation. Enfin, il faut beaucoup d'imagination pour reconstruire de manière un peu phénoménologique tout ce qui manque pour que la relation soit une vraie relation, en quelque sorte. Donc, c'est ça. Moi, je dirais l'éthique de l'environnement, c'est peut-être plutôt la réflexion sur les valeurs, euh, les hiérarchies, comment dire, les buts, les finalités qu'on se fixe, de manière à ce que l'environnement continue en quelque sorte de nourrir, d'alimenter les relations et de telle sorte que ces relations aussi soient telles qu'elles soient productrices d'un environnement favorable à leur maintien dans le temps, voire à leur enrichissement, à leur élargissement à d'autres. Donc voilà comment j'imaginais l'éthique de l'environnement. Alors, alors ça serait une première partie qui est effectivement complètement en lien avec, je dirais, le pragmatisme et notamment avec la notion d'expérience chez John Dewey. Je dirais que, pour commencer, que la citoyenneté, les pratiques de la citoyenneté, les théories de la citoyenneté, la philosophie de la citoyenneté ont été fortement découplées justement de cette éthique de l'environnement ou de toute considération environnementale. Qu'on a d'abord découplé la participation des citoyens de la participation elle-même, qu'on a découplé ensuite la participation des citoyens de l'initiative. Alors, ça fait deux découplages sur lesquels j'insiste un tout petit peu. D'une part, la citoyenneté, finalement, est plutôt venue se loger dans nos représentations. Joël, je vous interromps un instant. On ne vous entend pas très bien. Dans justement la question de la représentation au Joël, détriment de la participation. je m'excuse de vous interrompre, on ne vous entend Oui, pas très bien. Alors, est-ce que c'est moi? vous ne m'entendez pas? En fait, le son Vous m'entendez? est haché. Oui. Et là, votre image est un peu figée. Euh, Pascal, tu peux me dire si je suis la seule à pas très bien entendre. Ce qui veut dire Non, que non, non, j'ai non, tu as raison. une mauvaise connexion. Ouais, on est tous, ouais, c'est haché pour tout le monde, je pense. Est-ce que peut-être en vous rapprochant, ce n'est pas très agréable d'être. Mais là, je pense que c'est un problème de Vas-y. connexion, mais ça va Attendez, se je vais essayer de reconnecter. la. Mais... Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui, Oui, tout à ah, fait. ça a l'air bien. J'ai fait une connexion partagée avec mon téléphone. Merci Bouygues. C'est pas notre sponsor. Vous devez en dire plusieurs, hein, c'est comme à la télévision. Si vous dites Bouygues, il faut qu'on achète ça. Oui, bon, d'accord. Merci. Les autres, en fait, j'ai pris Bouygues parce que les autres ne marchaient pas non plus. Donc, voilà, tout le monde Ils sont tous mauvais. J'ai fait une vraie valse de tous les fournisseurs d'accès. Mais bon, apparemment, Bon, désolée de vous l'Internet avoir n'aime pas mon interrompu. adresse. On était Je sûr. suis désolée. Donc, si là, ça fonctionne mieux, tant mieux. Hein. On vous entend mieux, ça c'est vrai. Voilà, parfait.
Voilà, donc je disais qu'on a développé une conception de la citoyenneté un peu hors sol. D'abord parce que, comment dire, la dimension, je dirais, active, participative, la dimension d'initiative de la citoyenneté a été un peu mise en berne au profit de la représentation, ce qui est lié à une évolution historique, je dirais peut-être pas consensuelle, mais en tout cas qui visait une fin très particulière, très précise, qui était justement la marginalisation des citoyens dans la prise de décision politique. Au motif, ça je l'ai pas mal étudié dans la démocratie au champ, au motif que justement la masse des citoyens est incapable de décisions éclairées, incapable d'initiatives pertinentes, incapable de conception du bien commun, incapable aussi d'accéder à la connaissance qui est nécessaire pour prendre la bonne décision et choses de ce genre. Donc là, on a, si vous voulez, une évolution depuis la Révolution française, par exemple. On a une évolution très claire enfin, ce qu'on appelait les grandes révolutions démocratiques ont été plus républicaines que démocratiques, c'est-à-dire que la citoyenneté a été réduite en fait à une réaction vis-à-vis d'un pouvoir institué, si vous voulez, et une réaction qui se traduit par le vote, par exemple. Donc, bon, je ne vais pas insister sur l'opposition entre participation et représentation. Il n'y a pas véritablement d'opposition quand c'est complémentaire, mais il se trouve que la participation qui fait un peu l'originalité de la pensée démocratique a vraiment très fortement reflué dans la plupart des pays, et ceci de manière constitutionnelle en fait. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, ce qu'on appelle les grandes révolutions démocratiques se font sans les paysans, contre les paysans qui représentent 80 à 90% de la population à l'époque de leur instauration. Donc, attendez, excusez-moi une seconde, il faut que je me protège. On est à Marseille, donc le soleil. Voilà. Oui, donc ça c'est déjà un premier point. L'autre chose, là c'est devenu un peu plus tard, notamment par l'intermédiaire des médias, c'est qu'on a beaucoup justement associé la citoyenneté, on continue d'associer la citoyenneté à la discussion des décisions qui sont prises par les dirigeants ou par nos mandataires ou nos représentants, qu'il s'agisse de critiquer ces décisions, ou qu'il s'agisse de les plébisciter, qu'il s'agisse de dire oui ou de dire non. Mais ce qui est important, c'est que dans ce dispositif, qu'il s'agisse de critiquer, de vitupérer, de manifester, etc., mais je pense que quand même l'action politique démocratique, disons, est nécessaire dans des cas de conflit avec le pouvoir, qui ne fait jamais ce qu'il prétend vouloir faire au départ, ou qui, voilà, peu importe. Mais en même temps, c'est vraiment extrêmement réducteur. Disons que c'est un moyen au service d'une fin qui est celle, justement, de l'expérience démocratique proprement dite, dans laquelle les citoyens existent à la première personne d'une part, et d'autre part dans la manière où les citoyens sont dotés du pouvoir de transformer le monde, voilà, pour parler comme Marx. Alors c'est cette dimension-là qui était très présente d'ailleurs chez les fondateurs de la démocratie libérale, qui vraiment est passée à la trappe. Et bizarrement plus présente chez la démocratie libérale que chez finalement peut-être les Grecs. Les Grecs avaient une pensée peut-être plus logocentrique, plus discursive de la démocratie que quelqu'un comme Jefferson ou quelqu'un comme Montesquieu même, ou Tocqueville. Vous avez là, bon, chez les pères fondateurs de la démocratie américaine, l'idée que finalement le citoyen, c'est celui qui se gouverne sans un maître. C'est ça, hein, la pensée démocratique. On a ça chez la Boétie aussi, enfin, bon, même s'ils ne parlent pas vraiment de démocratie. L'idée, c'est que notre première nature, pour parler comme la Boétie, consiste vraiment à inventer nos conditions d'existence, ou en tout cas à participer à l'invention, à la direction de notre propre vie, parce que si on ne fait pas ça, alors à ce moment-là, on ne sera jamais qu'un esclave. On va être très rousseauiste aussi comme pensée. Et cette idée-là, finalement, a reflué de manière absolument dramatique, et c'est intéressant de se demander pourquoi, mais je ne vais pas le faire ici. Donc, la pensée de l'expérience chez John Dewey, dans le pragmatisme en général, qui est ce courant philosophique qui prend naissance à la fin du 19e siècle, essentiellement aux États-Unis, avec Charles Sanders Peirce, William James et John Dewey.
En tout cas, l'expérience est justement un mode de transformation du monde. Alors, c'est ça qui m'a… Bon, à l'époque, quand j'avais fait ma thèse, il y a très longtemps maintenant, je ne pensais pas trop à la question écologique ou environnementale, mais justement, la question de l'environnement était déjà très présente. C'est-à-dire qu'il faut, dans la perspective, là aussi je vais essayer de résumer, dans la perspective de la pensée de l'expérience comme expérimentation active avec les choses, de John Dewey, il faut penser l'expérience comme une transaction, une interaction entre un organisme et son environnement. Alors, John Dewey est très fortement marqué par l'évolution des espèces de Darwin. Et justement, là, on est déjà ramené dans la question écologique, puisque Darwin pense justement l'évolution des espèces comme, disons, la sélection des interactions réussies ou des relations réussies. On peut dire d'ailleurs que l'interaction est une relation réussie. Donc, la sélection des relations réussies entre des organismes qui se transforment et un milieu qui se transforme aussi. Alors, ce qui est important ici, si vous voulez, pour penser le darwinisme, c'est d'abord de parler du finaliste tel qu'il existe chez d'autres penseurs, notamment chez Spencer. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où va l'évolution. Il y a un mécanisme. On peut, voilà, éventuellement au niveau humain, faire des hypothèses, avoir des fins en vue, se fixer des buts, mais ça ne veut pas dire qu'on va y arriver automatiquement. Et il n'y a pas de moteur de l'histoire, il n'y a pas de nécessité historique, il n'y a pas de métaphysique de l'histoire, il n'y a pas de destin, il n'y a pas de providence. Voilà, il n'y a pas un vouloir transcendant, il n'y a pas un but suprême, il n'y a pas un souverain bien. Non, on avance en tâtonnant, on avance en faisant des expériences et en tirant des conséquences, en quelque sorte, de nos expériences à partir desquelles on va fixer de nouveaux buts, etc. Et disons, ce processus adaptatif ou d'ajustement, alors justement, il consiste en, alors je voulais dire, il est très éclairant pour la politique parce que, d'une certaine façon, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Et si elles ne fonctionnent pas comme ça, alors elles ne fonctionnent pas du tout. Et donc, vous avez, donc, chez Darwin, l'idée que l'organisme et son environnement, en général, qui sont ses congénères, hein, d'ailleurs chez Darwin, l'environnement, c'est plus l'ensemble des congénères de l'individu avec lesquels il va y avoir une espèce de compétition pour la dissémination des gamètes, ce qui va transformer l'espèce. Donc, c'est plus ça que l'écosystème en général, mais enfin, quoique, dans son travaux dans les Galapagos, par exemple, montre que, voilà, que tout est pris en compte, le climat, la nourriture, bien sûr, etc. etc. Donc, en tout cas, le développement d'un organisme produit une transformation du milieu auquel l'organisme, en réponse, doit s'adapter. Et d'une certaine façon, si vous voulez, l'évolution ne consiste pas dans le formatage de l'individu dans des conditions d'existence préexistantes, si vous voulez, mais bien dans ce jeu très dynamique qui est fait dans une certaine mesure de réciprocité entre un environnement transformé par les activités de l'organisme, pensons au ver de terre, hein, qui transforme complètement la terre, et l'adaptation de ces organismes au milieu qui contribue à produire, si vous voulez. Et donc, l'expérience, c'est vraiment la pensée écologique ou écosystémique ou biodynamique ou ce que vous voudrez par excellence, en quelque sorte. Alors, bien sûr, ce qui est important, maintenant je vais revenir au plan plutôt social, ce qui est important, c'est que cette expérience, c'est-à-dire cette capacité de transformer le milieu dans les intérêts de sa propre existence, mais de manière à ce que cette propre existence se développe en quelque sorte en cohérence avec la subsistance du milieu, voire en cohérence avec la création d'un milieu pour les générations suivantes. Disons que ce processus est très précaire, il est très fragile, il est très contingent, il est souvent en défaut, évidemment. Et je dirais que la démocratie, c'est précisément ce régime qui consiste à créer les conditions pour que ces interactions adaptatives, pour cette réciprocité, soient possibles. Alors, je prends un exemple qui est peut-être plus parlant, c'est l'école, tout simplement. C'est quoi l'école démocratique? C'est précisément l'école qui va apporter, si vous voulez, aux enfants des matériaux tels qu'une expérience de ces matériaux sera possible et qu'en faisant l'expérience de ces matériaux, eh bien, les enfants vont développer leur individualité, ils vont se développer comme individus, si vous voulez. Ce
qui est intéressant avec l'école, c'est qu'on sait que les enfants ne sont pas des individualités pleinement constituées au départ, sont même des petits êtres tout à fait impuissants et très dépendants et dont les potentialités sont encore à l'état de germe en quelque sorte, même s'ils ont chacun leur personnalité, ce qui est assez intéressant de pointer la personnalité des nourrissons à la naissance. Mais en même temps, donc on a sous les yeux continuellement et dans le monde des expériences, enfin des expériences plutôt, des situations de massacre de l'individualité des enfants. C'est-à-dire que si les enfants ne sont pas accompagnés dans leur développement, ils ne vont jamais se développer, si vous voulez. Et en même temps, je veux dire, si l'enfant ne sont pas dotés des capacités de transformer le monde dans lequel ils sont, ils ne vont pas développer leur individualité non plus. Donc, comment concevoir l'école comme un milieu susceptible d'être transformé par les activités des enfants et en même temps susceptible de leur apporter des tremplins d'action en quelque sorte. Moi, je pense au bac à sable pour aller encore en deçà de l'école. Mais le bac à sable, c'est assez génial parce que justement, alors ça se passe beaucoup dans les écoles en ce moment. On désasphaltise, on désasphalte, je ne sais pas comment on dit, les cours d'école et on se rend compte que dans ces cours d'école, les enfants sont beaucoup plus calmes. Ils ne sont pas tous en train de faire la même chose, ils ne sont pas en train d'hurler. Ils ne sont pas en train de courir comme des fous, comme dans la cour d'une prison, mais justement, ils forment des petits groupes, chacun s'occupe à sa façon, ils inventent des tas de jeux, ils jouent, enfin, ils ont un rapport avec la terre, avec les plantes, avec les oiseaux, etc. Donc, ça crée vraiment une dynamique complètement différente de la cour bétonnée, entièrement minérale, qui est celle de l'école républicaine, qui est vraiment... Moi, je pense qu'il faut penser l'architecture de la salle de classe en rapport avec la cour de l'école et en rapport avec, si vous voulez, l'enceinte de l'école, qui est quand même ce qu'on appelait une maison, c'était une prison. Enfin, comme une maison d'arrêt, une maison d'éducation, une maison de redressement. Voilà, c'est vraiment la prison, c'est la ville, d'une certaine façon. C'est l'enclave qui vous coupe entièrement de l'environnement, justement, et dans lequel est censé se développer un milieu purement spirituel, un milieu coupé, en quelque sorte, de toute influence extérieure. Donc, ça rend les enfants complètement fous. Enfin, il ne faut surtout pas habiter à côté d'une cour d'école française aujourd'hui. Mais en fait, justement, le projet de désasphalter les cours d'école, moi, me semble être quelque chose qui est fondamental, en fait, absolument fondamental. Ce n'est pas un épiphénomène ou quelque chose d'accessoire. Je pense que c'est fondamental et ça dénote aussi une culture démocratique en voie de constitution. Donc, si vous voulez, les enfants, encore une fois, si je reviens à eux, si vous voulez, le bac à sable, c'est un matériau, en quelque sorte, dont l'enfant peut s'emparer très facilement. Je ne dis pas s'approprier, parce qu'il n'y a pas d'appropriation ici, ni de s'emparer, enfin, disons, de confiscation, de sortir du commun. C'est important, parce que le terme d'appropriation est très fréquent aujourd'hui pour désigner justement des modes d'adaptation des individus à des conditions environnementales transformées dans les intérêts d'une démocratie. Je ne crois pas qu'il faille, qu'il faille viser une appropriation, mais justement, ce qu'on vise, c'est un usage, tout simplement. C'est ça que veut dire le mot usage par rapport au mot utilisation ou instrumentalisation. Un usage, c'est justement une interaction entre un milieu et un environnement, entre un individu et un environnement. Alors, ce qui est important, c'est qu'on voit que qu'un enfant, même s'il fait à peu près la même chose que les autres, avec ses moules ou sa pelle ou même ses mains, le sable, justement, il crée des conditions d'expérience qui sont de son fait. Il agit à la première personne, il peut dire « je ». Il est fier de son pâté, il va le montrer à ses parents, et ses parents doivent, non seulement, je veux dire, doivent, entre guillemets, l'amener au bac à sable, mais en même temps, attester disons, la beauté ou la perfection ou l'achèvement qu'il y a dans la réalisation de l'enfant. Parce que faute de cette reconnaissance, l'enfant aussi aura du mal à grandir. Donc, c'est toujours, voilà, l'école, si vous voulez, apporte idéalement les matériaux, disons, appropriables, pardon, pas appropriables, mais enfin, les matériaux dont un enfant peut faire usage
de manière à développer sa personnalité, et en même temps apporte à l'enfant une reconnaissance de l'efficacité ou de l'effectivité de ses réalisations. Et elle est donc transformée en quelque sorte par les activités de l'enfant. Et donc, c'est cette relation entre la transformation et la reconnaissance que j'ai placée un peu au centre de mon livre sur la participation, et moi, quelque chose que je trouve absolument essentiel. Donc, je dirais que la démocratie, si on sort de l'école, la démocratie est justement l'ensemble des dispositifs qui accompagnent les individus vers la réalisation de leur individualité et qui les accompagnent d'une manière environnementale, c'est-à-dire qui préservent les conditions environnementales, qui sont aussi des conditions culturelles, des conditions matérielles, des conditions institutionnelles, alimentaires, etc. Donc, ils préservent ces conditions de manière à ce qu'elles rentrent dans l'histoire d'une certaine façon, que chacun puisse reconnaître dans les choses qui existent et qui sont des capacités d'usage pour les autres, que chacun puisse reconnaître la marque de sa contribution. Donc, préserve tout ça pour l'histoire, comme dans l'école, on va afficher les dessins des enfants, par exemple. Ça, c'est un moment absolument essentiel, d'afficher les dessins, les poteries, les moulages des enfants, parce que justement, l'école, disons, est porteuse de l'histoire finalement de la création transformatrice des enfants, sans quoi les enfants, si tout partait à la poubelle immédiatement, finalement, une étape absolument nécessaire disparaîtrait. Donc, et je pense que la démocratie a aussi un rôle fondamental à jouer dans l'identification des contributions de chacun et sa mise en mémoire en quelque sorte, voire sa mise en histoire. C'est pour ça que d'ailleurs la vérité en histoire fait partie, je dirais, de l'éthique démocratique, parce que si on cache le passé, ou si on l'occulte, ou si on ment à son égard, ou si on le réduit à la portion congrue, une dimension absolument fondamentale des interactions démocratiques va disparaître. Voilà, donc la dimension écologique, si vous voulez, vient se loger donc dans la citoyenneté. Je dirais que la citoyenneté, justement, peut être définie comme cette complémentarité entre le développement de soi et la préservation du milieu, voire la création du milieu. Comme je dirais les vers de terre, bon, bien évidemment, la comparaison un peu diminutive, mais est bizarre, mais je dirais les vers de terre en la terre créent, si vous voulez, de la terre, c'est-à-dire en fait du terreau, créer la vie de la terre. Bon, alors évidemment, on n'est pas des vers de terre, mais ceci étant, le développement des civilisations humaines s'est fait non pas par création de terre, enfin de terre au sens des ressources en quelque sorte qui constituent les conditions d'existence humaine, ne s'est pas faite comme création, mais bien comme alors ce qu'on appelle aujourd'hui extraction, accaparement, destruction, mise au pas, domination et choses de ce genre. Donc là, il y a vraiment, je pense qu'il faut considérer que toutes les pratiques qui ont consisté à mettre la nature au pas et à en extraire des ressources, ou à la considérer comme un stock de ressources, comme on dit aujourd'hui, sont des pratiques fondamentalement antidémocratiques, qui ne sont pas, alors je vais prendre un autre exemple, un exemple philosophique, qui sont justement aussi en contradiction avec la philosophie démocratique libérale, telle qu'elle est par exemple formulée par quelqu'un comme John Locke. Donc on fait de John Locke le fondateur de la propriété privée, et c'est vrai dans une certaine mesure, mais quand on lit bien les textes, on aboutit à d'autres conclusions. C'est-à-dire que Locke, en fait, justifie la propriété ou l'appropriation de la terre cultivée, du lopin que le paysan va cultiver, par le fait qu'en cultivant dans un périmètre restreint, au lieu de prendre de la terre à l'humanité, on en rend. Pourquoi ? Parce que la culture d'un lopin est plus productrice qu'une culture extensive qui va se déplacer si vous voulez, d'hectare en hectare ou d'art en art. Donc, c'est intéressant que cette motivation, ici, il ne s'agit pas chez Locke, ça ne sera pas le cas chez Hobbes, par exemple, mais chez Locke, il ne s'agit pas de protéger le lopin
des ennemis potentiels, de s'approprier les fruits, de générer le commerce. Et il le dit lui-même d'ailleurs, il dit de toute façon, la taille de la propriété peut être en adéquation avec les besoins de la famille, en quelque sorte, ou les besoins de la communauté. Donc, la propriété n'est justifiée que dans la mesure où, finalement, elle permet d'assurer la subsistance de la famille ou de la communauté qui vient s'y loger, mais pas au-delà. Et donc, dans le traité sur le gouvernement civil, l'apparition de l'argent est précisément de cette petite pièce de monnaie jaune. Donc, est précisément ce qui va, disons, le point de départ. C'est pas chez Rousseau, le premier pas vers l'inégalité, c'est le fait de planter des piquets autour d'un lopin, mais chez Locke, c'est l'apparition de l'argent, en fait. Parce que l'argent permet justement la capitalisation. Bon, enfin, je laisse de côté cet aspect, mais ce qui est intéressant, c'est cette idée que finalement, on a justifié historiquement dans les théories de la démocratie libérale, on a justifié l'appropriation non pas par, disons, par disons la capitalisation, mais par le productivisme. Et le productivisme, la capitalisation n'était pas nécessairement solidaire, si vous voulez. On peut imaginer par exemple, l'agriculture est toujours productiviste. Si vous voulez, la permaculture est productiviste. Ça n'a pas de sens d'imaginer des processus agricoles qui seraient extensifs ou fondés sur de faibles rendements. Si vous voulez, l'idéal de l'agriculture est productiviste. Mais ça ne veut pas dire capitaliste. Ça ne veut pas dire par exemple, comme chez les physiocrates, si vous voulez, français au XVIIIe siècle, donc, qui pensent l'agriculture comme la source des richesses des nations. Alors, eux, ils ont une vision capitaliste déjà de l'agriculture. Je veux dire, l'agriculture crée de la richesse. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, ça il faut le savoir, c'est que cette agriculture qui crée de la richesse n'est pas du tout une agriculture participative. C'est une agriculture qui crée les paysans sans terre, déjà. Ce qu'on va très bien voir à la Révolution française. C'est une agriculture, si vous voulez, qui se fait sans les paysans, et d'ailleurs qui tourne le dos à la question alimentaire, puisque justement la grande agriculture industrielle qui crée de la richesse, c'est le coton et le tabac, d'où la colonisation, l'esclavage, etc. Et ça, on le sait, Jefferson, par exemple, il le sait très bien. Et là, on est en 1750, en 1780, on sait déjà qu'il y a deux modèles agricoles. Les deux sont productivistes, si vous voulez. Mais il y en a un qui est fondé sur la participation citoyenne, sur la démocratie, et l'autre qui est fondé sur une forme de capitalisation sur ce qu'on appelle la richesse des nations, et qui n'a plus rien à voir finalement avec la démocratie, qui au contraire va générer une tension vis-à-vis des idéaux démocratiques dont on est les tristes victimes jusqu'à aujourd'hui. Enfin, je pense que le Covid est directement issu de la pensée physiocratique, si vous voulez. Voilà, donc je veux dire que le rapport productiviste à la terre ne signifie pas son exploitation. C'est ça que je veux dire. Là, les vers de terre sont productivistes dans une certaine mesure. Et la vision exploitatrice de la nature a transformé justement la nature en un être sans capacité d'autogénération, d'une part. Par exemple, c'est intéressant quand on parle avec des spécialistes d'agronomie, justement, le sol soit un peu la boîte noire de l'histoire des idées agricoles, et que la science agronomique qui naît avec, par exemple, Morin, enfin de la science agronomique, elle naît au milieu du 19e siècle, elle va s'opposer à ce qu'on appelle les habitudes, les traditions occultes paysannes. Il n'est certainement pas question de parler de science paysanne à l'époque. C'est vraiment très très récent qu'il y a des gens en faveur du concept de science paysanne, parce que les paysans n'ont pas de science, ils n'ont que des traditions, des habitudes, des savoir-faire occultes, aucun sens du progrès, aucune évolution. Donc, en fait, justement, la science agronomique qui va se faire contre les paysans, mais qui va se développer dans ce qu'on appelle les stations agronomiques, qui sont d'ailleurs un peu la base de la construction du régime nazi, ça il faut le savoir, eh bien, se fait sans le sol, en quelque sorte. On pense que la terre, c'est un assemblage de produits chimiques qu'on va
et qu'on va pouvoir faire sans la terre à partir du moment où, grâce au principe de Lavoisier, on va créer du sol en fait. Mais toute la dimension vivante du sol, bactérienne, micro-organique, etc., est totalement invisibilisée. Et ça, jusque très tard dans le XXe siècle. C'est vraiment étonnant à quel point on n'a jamais les… Alors, voilà, je finis sur ce sujet en… Comment? Je vais vous interrompre un tout petit peu. On arrive au bout de votre intervention et ça nous Oui, laisserait un peu de temps pour l'échange avec le public. Il y a déjà des questions, je vois, qui s'expriment. d'accord. Je veux juste faire une toute petite conclusion, mais enfin qui tombe sous le sens à partir de ce que j'ai dit, c'est que, comment dire, si on, disons que la citoyenneté environnementale vient se loger dans l'expérience, qui est à la fois création de soi et création d'un milieu tel que celui-ci subsistera pour les générations futures, alors l'expérience, alors la citoyenneté écologique est nécessairement locale. C'est-à-dire que ça ne peut pas se faire dans l'absolu, dans le ciel des idées, dans un monde purement spirituel, verbal, rhétorique. C'est-à-dire que nécessairement, l'expérience est située, si vous voulez. Et voilà, c'était un peu la troisième partie de ma contribution, que justement de montrer que local ne veut pas dire fermé ou îlotique ou insulaire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Est-ce que je vous ai interrompu trop tôt? Est-ce que quelques 2-3 minutes de plus vous permettraient de préciser ce dernier point? Je vous frustre, je me doute. Non, 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 mais ça, on peut en parler parce que de toute façon, voilà, c'est On vrai que va c'est au fil un des chapitre assez questions. intéressant de se demander justement comment quelque chose de local, parce qu'on associe beaucoup local à autarcique, idiosyncrasique, communautaire, identitaire, et je crois que c'est une énorme erreur. Voilà, donc on pourra en parler. Pascal, tu as déjà… Alors d'abord, on a une remarque qui dit quel dommage de vous avoir interrompu aussi abruptement. Donc, mais Non, 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 mais écoutez, les questions sont une manière Oui, de poursuivre la discussion avec donc une première interrogation de Jean-Luc qui nous dit vous avez parlé d'éthique de l'environnement et quelle du coup est votre perception, votre lecture des végétariens et pourquoi on devrait manger des animaux alors que finalement sur le plan de la santé, même s'il vous pose la question en termes d'éthique, on est plutôt en bonne santé quand on est végétarien. Alors, non, mais je pense que, voilà, comme Corinne Péluchon, enfin, je ne vais pas donner des leçons. Personnellement, voilà, je pense qu'effectivement, on peut se passer de viande et qu'il y a des tas de solutions pour se passer de viande. Peu importe. Après, le problème, je pense, en ce qui concerne la viande qu'on mange, c'est plutôt disons, la condition de la production de la viande, tout simplement. Aujourd'hui, l'élevage capture 70% des terres arables. C'est-à-dire que l'agriculture, en fait, ne consacre que 30% disons, de ses activités à la production des plantes. Et sur ces 30% consacrés à la production des plantes, je dirais que 80% sont consacrés à la production de plantes qui n'ont rien d'alimentaire, comme le coton, le tabac, les biocarburants et choses de ce genre. Là, on en parlait en Corse, là j'étais en relation avec le… Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'élevage, c'est une catastrophe quand même. Quand on est des milliards à manger de la viande, il y a quelque chose de profondément perturbé dans la relation entre la terre et l'humanité. Donc, soit on arrête de faire des enfants, soit on arrête de manger de la viande, en quelque sorte. C'est un peu… Enfin, moi, il me semble qu'on est vraiment dans l'impasse. Ensuite, il y a la question de la chasse. La chasse, on le sait, ça dépend comment on chasse, évidemment, mais plus on est… La question des quantitatives est importante. Donc, c'est vrai qu'on se nourrit très peu de la chasse aujourd'hui, enfin en France, mais il y a des pays où ce n'est pas le cas. Et en tout cas, la chasse est un processus qui est profondément destructeur des équilibres naturels aujourd'hui, même si je pense, bon, avec des exceptions, mais disons que la chasse aujourd'hui en France, par exemple, introduit des espèces allochtones ou disons des espèces exotiques dans le pays qui risquent de produire des déséquilibres. Par ailleurs,
pratiquent, par exemple, l'agrainage pour ce qui concerne les sangliers, ce qui explique le fait qu'ils pullulent. En fait, en réalité, ils sont nourris pour être bien au rendez-vous au moment de la chasse. Bon, enfin, il y a plein de pratiques. Par ailleurs, il y a des espèces qui sont complètement décimées par la chasse. Donc, il y a plein de pratiques liées à la production de la viande au niveau de la chasse qui sont extrêmement problématiques pour les équilibres environnementaux aussi. Donc, voilà, je dirais que, effectivement, que du coup, le véganisme, lui, est plutôt, disons, en considération, non pas avec il me semble, les équilibres environnementaux, mais avec la considération pour les droits de l'animal et pour, en particulier, cette valeur très forte chez les véganistes qui est de ne pas faire souffrir les animaux, ce qui explique qu'on peut, quand on est végane, on peut manger des huîtres, par exemple, parce que ce n'est pas des animaux qui souffrent. Mais je me dirais que véganisme et végétarianisme, ou je ne sais pas comment on dit, végétalisme ou bon, bref, sont effectivement des pratiques qui semblent être, disons, assez requises pour rétablir les équilibres qui nous font défaut aujourd'hui. Et dont les zoonoses sont des symptômes aussi, bien sûr. Donc, la zoonose, elle a vraiment fondamentalement partie liée à la consommation de la viande, et pas que de la viande d'ailleurs, des écailles, de toutes sortes. Donc l'ingestion d'animaux, donc la chasse et la capture des animaux sauvages, qui plus est vivant. Alors, pour terminer sur la zoonose, je prends un exemple moi, que j'ai vu, que tout le monde peut voir sur, je ne sais plus, c'était un petit reportage que j'avais vu sur Arte, mais moi, l'implantation d'un élevage de porcs intensif en Amazonie. Voilà, cet élevage de porcs, alors on sait qu'on défriche beaucoup l'Amazonie pour la vache, en fait, pour l'élevage de la viande bovine, mais le fait est qu'il y a aussi des élevages de porcs, et là on voit, c'est un élevage énorme, une ville consacrée à l'élevage intensif de porcs, et puis tout autour il y a des chauves-souris qui sont chassées de leur milieu naturel, qui sont des animaux là-bas frugivores, donc qui jettent leurs trognons, si on peut dire, grignotés dans l'élevage de porcs, que les porcs vont évidemment manger. Et c'est parti pour une zoonose, si vous voulez. C'est comme ça que ça se passe. Enfin, il y a vraiment un processus qui est un peu, qui est vraiment catastrophique, là, pour le coup. Alors, on a d'autres questions. On a une question de François qui demande que vous reveniez rapidement dans ce que vous évoquiez du découplage du citoyen avec son environnement, sur peut-être la distinction, ou repréciser la distinction entre environnement et nature dans ce rapport du citoyen voilà, à ce qui l'entoure, on va dire. Oui, personnellement, j'aime bien la notion d'environnement. Il y en a d'autres qui préfèrent celle de nature et d'autres qui préfèrent celle de milieu. Alors, voilà, moi, disons que l'environnement, c'est la notion qui se trouve chez Darwin et qui se trouve aussi dans le pragmatisme. Donc, je pense qu'il y a un peu des rapports très synonymes, finalement, entre ces termes. Ça, tout dépend des usages qu'on en fait. Mais en général, si vous voulez, la notion de nature a été forgée et utilisée en opposition à celle de culture. Donc, c'est pour ça qu'elle est problématique. Alors que l'environnement, il peut être naturel ou culturel. Et justement, ce qui est intéressant, par exemple, dans l'histoire de l'anthropologie culturelle, c'est d'avoir montré que la culture, elle est matérielle, et tout autant qu'elle est spirituelle, si vous voulez. Et que, par exemple, quand on dit la démocratie du faire et pas la démocratie de la pensée ou du débat, moi, je suis pas très partante non plus, parce que il n'y a pas d'action sans une intellection, si vous voulez. Il n'y a pas d'intellection sans une action. C'est ça qui est intéressant dans la notion d'expérience. L'expérience, elle est à la fois spirituelle et matérielle. Je ne peux pas penser indépendamment d'une transformation effective de la réalité, puisque ce que je pense, c'est les conséquences de mon action, les conséquences de mon action sur l'environnement, c'est-à-dire les changements que je peux constater dans cet environnement. Par exemple, un chercheur à la paillasse, il modifie, je ne sais pas moi, l'ADN de la drosophile. Et pourquoi il fait ça? Parce que la seule chose qu'il peut observer, c'est les changements qu'il provoque dans le génome de sa drosophile, si vous voulez. Il ne peut pas observer, on n'observe pas les choses telles qu'elles sont, ça c'est pas possible. On est obligé, on n'observe jamais que des changements. Donc, et ces changements, il faut les produire. Donc, c'est très compliqué de modifier l'ADN d'une drosophile, ou d'observer ses neurones, etc. Donc, voilà, il y a une transformation dans l'observation qui est la condition, justement,
de la pensée, et en même temps, la pensée ne peut fonctionner qu'à travers des pratiques transformatrices. En Donc, lien, pardon, voilà pourquoi la nature est un peu problématique. en lien avec ça, juste avant de revenir sur une question de Sophie, entre justement expérience, pensée, hier il y avait notre collègue Besson là, qui parlait de l'imaginaire. Comment vous faites place à l'imaginaire entre expérience, pensée, auto-réflexif? Est-ce que la place d'imaginaire est importante, cruciale, décisive dans cette pensée de la transition? Parce que finalement, ce n'est pas uniquement ce qu'on expérimente, c'est aussi penser ici, un ailleurs ou un autrement. Et voilà, comment vous vous articulez avec l'imaginaire? Est-ce que vous lui faites une place? Je lui fais une place, oui, mais sans plus. Enfin, je veux dire qu'il y a deux imaginaires, de même qu'il y a des émotions. Voilà, il est beaucoup question aujourd'hui de sensibilité, de monde sensible. Bon, c'est un peu dommage qu'on ait oublié qu'on avait corps pendant un siècle, mais de fait, je veux dire, l'imagination créatrice, pour parler comme Bergson, l'imagination qui consiste à projeter devant soi des buts éventuellement réalisables en fonction desquels on va mobiliser des moyens matériels, etc. Ça, c'est la bonne imagination. Maintenant, l'imagination utopiste, c'est-à-dire cette imagination qui fait décoller quoi, par rapport au réel, voire qui le met entre parenthèses, le nie. Je pense aux évangéliques, ils ont beaucoup d'imagination aujourd'hui, les évangélistes. C'est un peu ma bête noire du moment, et je crois qu'il faut absolument se renseigner sur la déferlante évangélique aujourd'hui. Bref, donc ils ont beaucoup d'imagination. Ils croient que Jésus est à leur côté, qu'il les guide, qu'il va les protéger, y compris du coronavirus, etc. Qu'ils ont tous les droits, mais voilà. Et puis voilà, ils envahissent le Capitole. Je veux dire, ça va très loin. Donc cette imagination-là, si vous voulez, non. Enfin, je crois qu'il faut. Par exemple, moi j'ai pas mal travaillé avec des artistes et sur l'art contemporain. Bon, l'imagination des artistes est une imagination extrêmement contrainte, hein. Une imagination qui, justement, ne donne de l'art que dans la mesure où elle se confronte à la réalité. Sinon, c'est pas de l'art, si vous voulez. Donc, les artistes, ils se donnent des règles, ils se donnent des quantités d'observatoires, en quelque sorte. Et ça, il faut les inventer, les observatoires. C'est très difficile de voir les choses qui sont sous nos yeux. Mais il faut beaucoup d'imagination pour ça. Mais ce n'est pas du tout cette imagination qui nous permet de nous balader dans le monde intergalactique, si vous voulez. Ce n'est pas ça du tout. D'accord. Voilà. Donc, il y a Alors, imagination et imagination. Il y a d'une très mauvaise imagination. Par exemple, le transhumanisme, hein, c'est beaucoup d'imagination, là. Mais bon, c'est... très bien. Alors, donc, Sophie, déjà tout à l'heure, qui regrettait qu'on vous ait interrompu et qui revient, qui veut à tout prix vous faire parler sur cette troisième partie sur laquelle elle a l'impression qu'on vous a un peu stoppé. Alors, comment, du coup, pourriez-vous définir une écologie de la participation au niveau local fondée sur l'expérience? Qu'est-ce que c'est finalement, si vous deviez qu'on retienne, nous faire retenir un peu cette définition d'une écologie de la participation au niveau local? Je crois que l'exemple du jardin partagé est très intéressant. Si vous voulez. Le jardin partagé, moi que j'ai beaucoup étudié dans la démocratie au champ, c'est disons un espace commun subdivisé en lopins individuels dans lequel il y a de la place pour du commun et il y a de la place pour de l'individualité, si vous voulez. Donc c'est chacun son lopin et en même temps des services communs, une gestion commune, un gouvernement commun, parfois des semences communes, du compost commun, de la formation, de l'accueil des visiteurs et choses de ce genre, pour prendre un exemple de jardin partagé actuel. Donc, on peut penser vraiment justement la planète comme un jardin partagé, on peut l'imaginer à une très petite échelle, comme dans la cour d'école de l'école de Maria Montessori, qui est un petit jardin partagé d'une centaine de mètres carrés, subdivisé en petits lopins. Chaque enfant ou adolescent avait accès à un lopin sur lequel il exerçait en quelque sorte sa juridiction, et donc qu'il pouvait qu'il pouvait suivre de A à Z. Donc, le lieu, si vous voulez, d'épanouissement d'une expérience de A à Z me semble être la condition justement du développement de l'individualité, qui est encore une fois une finalité de la vie démocratique. Donc, ça, c'est évidemment local, mais ce qui est intéressant, c'est de se demander comment
par exemple, le modèle, ou enfin, disons, le jardin partagé, ça peut être l'expérience d'un retour à la terre locale, ça peut être une économie contributive, ça peut être une crèche parentale, ça peut être tout ce que vous voudrez, des choses qu'on fait en commun, qui permet, encore une fois, l'épanouissement individuel en même temps que la création de communs. Donc ça, c'est la thématique des communs. Donc, il y a plein de choses parfaitement locales, et la question qui va se poser, c'est comment ça diffuse, en quelque sorte. Comment ça devient une force politique, ça. Alors ça, c'est des questions qui sont tout le temps posées aujourd'hui et qui sont très, très pertinentes. C'est-à-dire comment on passe justement du local à l'universel, pas le global, justement. On va du local vers l'universel et pas vers la globalisation. Alors la globalisation, c'est l'antithèse du local, puisque la globalisation supprime le local. Par exemple, l'agriculture globale est une agriculture qui supprime justement toute initiative, toute participation, les paysans sans terre, ce qu'on appelait les mercenaires au XVIIIe siècle, quelque chose de ce genre. Et donc la question qu'il faut se demander, c'est quel est le mode de diffusion de l'expérience locale vers d'autres régions, en quelque sorte, qui soient en phase avec, je dirais non pas la reproduction du modèle, parce que là on est dans la globalisation justement, mais dans sa dissémination, ce qui suppose qu'il soit adapté aussi. Donc il y a des modes de diffusion du local qui sont démocratiques et il y a des modes de diffusion qui ne sont pas démocratiques, si vous voulez. Et je veux dire, tous sur le même modèle, ce n'est pas démocratique parce que justement, bien évidemment, ça supprime la participation, c'est-à-dire l'individualité des participants. Alors qu'il faut s'interroger, alors l'Internet justement permet les deux. L'Internet permet la duplication du modèle qui devient une espèce de paradigme indépassable et qui va être imposé ensuite de force ici et là. Ça, c'est le modèle de la station agronomique, par exemple, ou de l'ingénierie agronomique telle qu'elle s'est développée au fur et à mesure. Enfin, je reste dans ce domaine d'exemple, mais il y en aurait bien d'autres. On pense à l'école républicaine, éradication des patois, création de l'enceinte. Voilà, on a un modèle, on va l'imposer partout, y compris dans les colonies, bon, etc. Et donc ça, c'est vraiment le mode de diffusion catastrophique. Et puis, vous avez des modes de diffusion, au contraire, laissent une place à l'imagination adaptative, en quelque sorte, des participants qui vont justement… Et ça, c'est intéressant dans les jardins partagés. Par exemple, j'ai lu, chaque jardin partagé a sa convention, sa constitution, en quelque sorte, sa charte. Et voilà, ce qu'on lit beaucoup, c'est on ne va pas faire pousser des ananas, si vous voulez, dans un jardin qui se situe en Île-de-France, si vous voulez. Donc, les enfants, ils apprennent aussi. Mais en même temps, cette forme du jardin partagé peut très bien exister, je ne sais pas, moi, au Ghana ou au Pérou. D'ailleurs, ça existe. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est vraiment universelle, cette forme du jardin partagé. D'ailleurs, on la trouve historiquement absolument partout. Donc, voilà, les termes qu'on utilise souvent en philosophie politique ou en philosophie sociale ou en sociologie, on parle de capillarité, bon, je ne suis pas très convaincue, de diffusion, de contagion. Je ne sais pas enfin, quels sont les bons termes, mais en tout cas, moi, je pense que c'est plutôt une forme de dissémination par l'intermédiaire d'une expérience très active, en fait, qui rend compte justement de la propagation d'un cas, c'est ce que Guattari appelait aussi les tentatives microscopiques. Bon, on peut penser à… Voilà, il y a des choses comme ça qui sont très locales, parfois qui échouent localement d'ailleurs, mais qui sont une vaste leçon pour les peuples en général, comme, je sais pas, la Commune de Paris, par exemple. Ça ne dure pas très longtemps, mais ça reste une source d'inspiration et ça a créé une force politique très forte, en fait. Donc, il faut se demander, voilà, il faut échapper à l'idée de modèle. Le local, ce n'est pas le modèle, le local, c'est l'expérience. L'expérience située, et tout ce qui est de l'ordre de l'expérience située est nécessairement partageable parce que précisément, une expérience, c'est quelque chose qui produit des conditions de partage, que ce soit de rendre de la terre, que ce soit de rendre des plantes, que ce soit de produire une œuvre d'art dont le voyage public peut être traverser les siècles et les pays. Bon, est-ce que Sarah, une dernière Ça question? répond, hein. Je sais pas, ça répond, mais bon, à la question. On ne t'entend pas, Sarah. Pardon. Eh oui, Oui. je ne suis pas habituée aux petits aspects techniques. Merci Joël, non, c'était très éclairant cette dernière partie. Je regarde le temps, malheureusement on arrive vraiment au terme de notre échange. S'il y a vraiment une toute dernière question, ou peut-être Joël, si vous avez un point que vous vouliez aborder, et je vous en aurai privé,
je ne veux pas rester coupable toute ma vie. Je vous laisse peut-être voilà, les derniers mots pour conclure ou pour préciser un point ou peut-être développer une dernière partie. On a 2 petites minutes et après on échange, on part sur l'atelier. Euh, oui, bah, écoutez, non, là, moi, j'ai fait, enfin, j'ai abordé un peu tous les points que j'avais prévu d'aborder. Et je crois que c'est utile aujourd'hui, étant donné le climat de scepticisme, de complotisme, euh, disons, de catastrophisme dans lequel on est plongé. C'est vraiment important, il me semble, de s'interroger sur les modes de diffusion des idées. C'est-à-dire que très bizarrement, quand on parle des expériences constitutives, roboratives, importantes pour l'individualité, pour la démocratie, s'élève immédiatement un concert de voix pour dire oui, mais ça c'est local et ça n'a aucune force. Par contre, on se rend compte que vous avez toutes sortes que ce soit des fake news, que ce soit des idées totalement biscornues, bizarres, catastrophistes, totalement saugrenues qui se diffusent à la vitesse de la lumière. Donc il faut peut-être arrêter de penser qu'on n'a pas les moyens de parler à l'humanité en général. Et ce décalage, cette asymétrie est extrêmement choquante, je trouve, aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est comme si on abandonnait finalement la contagion des idées au mauvais côté de la force, quoi. Donc, il faut, et je pense que c'est pas le cas en plus dans les faits que les idées, par exemple environnementales ou écologiques, se développent extrêmement vite, mais qu'il y a toujours des sceptiques pour vous dire ouais, mais ça c'est local, vous n'arriverez jamais c'est pas là que ça se joue, il faut envahir le Capitole ou il faut envahir l'Élysée, il faut en finir avec. Bon, voilà. Et donc, retrouver un régime finalement d'action représentative, en fait, qui est celui de la contestation, on fait la révolution, on supprime le pouvoir, on se met à la place. Je pense que ça peut s'imposer dans certains cas, mais que, en tout cas, ce n'est pas là que va se réaliser la citoyenneté démocratique. Très bien. Voilà. Merci Vous pouvez beaucoup. dire Donc après, je vous passe dans le forum de questions tous les gens qui trouvent votre intervention passionnante, intéressante, qui demandent des pistes bibliographiques pour pouvoir continuer l'aventure intellectuelle. Donc il y a des choses qui sont disponibles sur Internet, puis voilà, puis il y a l'intervention. les livres aussi, parce qu'il faut soutenir l'édition. Hein, ça fait Tout à fait. partie de ce qu'on découvre avec le confinement, la librairie, les éditeurs. Et d'ailleurs, les auteurs ont besoin de vous. Hein. Non, c'est vrai que le livre est devenu un peu un personnage du confinement et c'est très bien. Ouais. Tout à fait. Mais les éditeurs sont un peu aux abois. Il faut dire qu'ils ont un peu du mal à se payer aujourd'hui. Merci pour ces éclairages, pour ces apports de réflexion qui vont. Merci à vous. Je regrette beaucoup de ne pas avoir été là hier, mais j'avais cours toute la journée. Donc, mais les échanges sont enregistrés, donc. Voilà, donc je les écouterai volontiers. Merci infiniment. Merci. Merci à vous tous. Au revoir.